Qu'est-ce que ça avait été autrefois le colonialisme, jusque vers les années 1880-83? Ça avait été avec l'Algérie, tentative de peuplement, une colonie de peuplement, mais ça avait été surtout des entreprises de prestige national et aussi des entreprises nécessaires à la marine française pour avoir ses bases. Il fallait une base à Dakar, il fallait une base en Indochine, en Cochinchine. C'est pourquoi on avait vu l'Empire lui-même faire une petite guerre entre 1859 et 1862 pour un établissement français en Cochinchine. Tandis qu'avec Ferry, je vous assure que tout va changer. Il faut se rendre compte des avantages extraordinaires que Ferry a apportés à la classe possédante. On pourrait dire que c'est un des bienfaiteurs les plus considérables des classes dirigeantes. Puis Ferry, vous rappelez déjà ce qu'il a fait avec ses lois scolaires, et je vous ai indiqué l'arrière-pensée des lois scolaires. Je me permets de rappeler le mot que je vous ai dit et qui est assez important. Il avait voulu substituer l'instituteur au curé, mais l'instituteur était chargé de la même mission que le curé précédemment, à savoir expliquer le devoir de résignation aux classes populaires. J'ai très rapidement parlé aussi, et je voudrais vous en dire un mot tout de même, de ce qu'il avait fait au profit des compagnies de chemin de fer. J'avais dit dans un précédent entretien à quel point, sous Louis-Philippe, dans la monarchie de Juillet, les affaires de chemin de fer étaient les affaires les plus giboyeuses pour la classe possédante. Déjà, on avait fait pas mal de résultats magnifiques sous Louis-Philippe, mais il y avait des voies latérales à construire maintenant. Et c'est Jules Ferry qui va donner des avantages considérables à ces compagnies en leur accordant en 83 de nouvelles conventions, des conventions que signe l'État au sujet de ces lignes latérales et avec garantie de dividendes. Ça veut dire quoi, garantie de dividendes? Ça veut dire qu'on sait très bien que ces voies latérales ne sont guère rentables. Il n'y aura pas beaucoup d'exploitation possible, mais il y aura une exploitation de la clientèle, une exploitation du contribuable, puisque c'est l'État qui va s'engager, quelle que soit la rentabilité des voies, à assurer tel chiffre de dividendes aux actionnaires. Avouez que c'est une opération formidable, naturellement, au détriment de la collectivité, c'est-à-dire que c'était l'argent de l'État qui s'avancera là-dedans. Mais regardons bien ce qu'il va faire du point de vue colonial. Et là, je voudrais appeler votre attention sur un texte de lui trop peu connu, qui est un très grand discours qu'il a prononcé le 28 juillet 1885. Ferry a été renversé, je vous l'ai dit, 2 fois sur les questions coloniales. Première fois sur la question de la Tunisie, seconde fois sur la question de l'Indochine. Et il va se justifier, ce 28 juillet, en expliquant à ceux qui ne veulent pas encore comprendre l'intérêt de ce qu'il leur propose. Et il dit: les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Il va même recourir à une citation anglaise, enfin de l'économiste Stuart Mill, une des meilleures affaires auxquelles les pays riches, puissent se livrer. La question coloniale, déclare Ferry, c'est d'abord la question même des débouchés. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. L'Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit décroître son chiffre d'affaires, car la consommation européenne est saturée. Il faut faire surgir de nouvelles couches de consommateurs. Et la phrase qui suit est bien importante: la paix sociale est une question de débouchés. Là, il faut que je vous dise que quelqu'un avait parlé du colonialisme en termes sociaux, c'était Renan. Renan, c'est un ami de Jules Ferry, et Renan, en 1871, lorsqu'il avait écrit sa réforme intellectuelle et morale peu de temps après la Commune, il avait publié ça à l'automne 71, avait écrit la petite phrase que voici, qui est à l'intérieur du texte, il ne l'a pas enrobée, mais elle est là: un pays qui ne colonise pas est infailliblement voué au socialisme. Vous pensez que Ferry, qui est épouvanté par l'idée socialiste, avait retenu cette injonction. Alors là, il parle de paix sociale qui est question de déboucher, il explique qu'il faut de nouvelles couches de consommateurs, il n'ose pas trop en dire, bien que des joies y soient suffisamment dénudées au point d'être, à mon avis, presque obscènes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on va dans les colonies, futures colonies, on aura des consommateurs forcés. Parce qu'on va envoyer des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur enverra de France. En particulier les cotonnates, ça intéresse beaucoup Ferry parce qu'il est lié par sa femme au milieu des cotonniers de Vosges. En plus, ces peuples lointains, ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale. Songez aux plantations d'EVA qu'il peut y avoir en Indochine. Il y a les arbres à caoutchouc. Alors ces forêts-là, ça peut rapporter. Puis il y a le sous-sol, c'est-à-dire des mines. Quand on parlera du Maroc, on vous dira tout de suite qu'il y a des mines de phosphate. Quand on va vous parler du Tonkin, on dira qu'il y a des mines de fer et il y a des mines de charbon. Alors écoutez bien la suite. Fini, dit-il, fini l'époque des annexions modestes et à petits coups. Désormais, ce sont des continents que l'on annexe. C'est l'immensité que l'on se partage. La diplomatie trace aujourd'hui avec une activité fiévreuse ce qu'elle appelle la délimitation mondiale des sphères d'intérêt respectifs. Voilà ce qu'il dit à la Chambre.
Il y a un certain nombre de députés qui prêtent l'oreille, qui réfléchissent, qui se disent, mais oui, on n'a pas vu jusqu'à présent l'intérêt de ce qu'ils nous offrent. Mais comme c'est un discours qui déborde la Chambre, bien sûr, qui va être imprimé, que tous les Français vont lire, il faut tout de même un petit vocabulaire séduisant. Alors on va voir apparaître ceci. Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, des idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut les dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement. Race supérieure, c'est la race blanche, race inférieure, celles qui n'ont pas la peau blanche. Du reste, Ferry est dans la bonne ligne, puisque M. Michelet, à la fin de sa vie, dans son histoire du XIXe siècle que la mort l'a empêché de terminer, avait écrit carrément ce qui suit: être nègre n'est pas une race, c'est une maladie. Eh bien, dans la bonne ligne que je viens de vous définir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Première réalisation, la Tunisie. Et naturellement, au départ, une affaire d'un groupe bancaire, d'un groupe financier. Il y avait un groupe financier qui s'intéressait en Algérie à la ligne Beaune-Guelma. Il voulait poursuivre la ligne Beaune-Guelma jusqu'à Tunis, mais Tunis, c'est le Bey tout de même qui dirige là. Alors il faut s'arranger avec le Bey. Heureusement que l'on a un ami auprès du Bey, un ami qu'on a acheté tout de suite, c'est un premier ministre concussionnaire qui s'appelle Mustapha Ben Ismaïl et qui, se servant lui-même, fait adresser par la compagnie un petit cadeau de 900 000 francs, presque 1 million, c'est quelque chose, hein, au Bey. Contre quoi? En échange de quoi? Le Bey signera pour la compagnie française une concession d'un territoire qui équivalait à peu près à 30 millions à l'époque et qui bientôt vaudra 80 millions. Combien ça a coûté à la compagnie? 1 700 000 francs. Par conséquent, pour moins de 2 millions, voilà ces gens qui acquièrent un territoire considérable de bientôt 80 millions. Alors, il faut un prétexte pour envahir militairement la Tunisie. C'est à ce moment-là qu'on va parler des Kroumirs. Kroumirs, c'est un mot oublié aujourd'hui, mais je vous jure qu'en 82-83, on en parlait. C'était des indigènes du nord de la Tunisie qui, parfois, faisaient en effet des incursions en Algérie. Alors, les colons d'Algérie déclarent qu'il faut un droit de poursuivre les Kroumirs chez eux. Une fois qu'on sera en Tunisie, on y restera. Alors, on occupe Bizerte, on descend sur Tunis, on impose au Bey le premier traité, qui s'appelle le traité du Bardo en 81. Agitation, soulèvement de la population quand elle voit arriver des étrangers. Alors, cette fois, on y met le paquet militairement. On va occuper Sfax, on va occuper Gafsa, on va occuper Gabès. Gabès, c'est l'extrême sud. Par conséquent, ça y est, tout le territoire de la Tunisie est occupé par les troupes françaises. Résultat, convention définitive, dite la convention de Marsa en juin 83, protectorat, qui est un mot gentil, hein. Protectorat, ça veut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une colonie, on les a pas dévorés. Simplement, la nation colonisatrice et surdéveloppée vient au secours de la nation sous-développée, il la prend sous sa protection, et il y a un grand avantage pour le pays colonisateur masqué, c'est qu'il a sur place un gouvernant qui s'appelle le Bey quand c'est la Tunisie, qui s'appellera le sultan quand il s'agira plus tard du Maroc, quelqu'un qui en échange d'avantages personnels fera la politique de l'occupant. Cette politique coloniale de Ferry comportait évidemment des complications extérieures et des complications intérieures. Complications extérieures. Je voudrais employer là une comparaison que vous me pardonnerez, elle est peut-être un peu indécente. Lorsque des bandes de gangsters essayent de mettre une ville en coupe réglée, lorsqu'ils organisent leur raquette, vous savez, et qu'ils décident tel coin de la ville m'appartient et tel coin de la ville t'appartient à toi, et là c'est forcé que les bandes rivales arrivent à se heurter. Eh bien, élargissons ça à l'échelle du monde. Il y a des nations occidentales qui se jettent sur des peuples sans défense et qui finalement se trouvent en conflit. Elles se heurtent. Alors vous savez, comme on dit dans un vocabulaire un peu particulier, à ce moment-là on défouraille, on sort son artillerie. C'est exactement ce qui va se passer. La France va se trouver en compétition, en particulier avec l'Angleterre, parce que les convoitises françaises et les convoitises anglaises, qui sont des convoitises financières et commerciales, se heurtent, s'affrontent. C'est la politique intérieure qui est compliquée, parce que voilà que Ferry, dans son fameux discours dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 28 juillet 85, a fait une déclaration stupéfiante. Il a dit en effet, au nom d'un chauvinisme exalté et à courte vue, devrions-nous, les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges, laisser tout se faire et tout se résoudre autour de nous sans nous? Pas croyable. Ferry, mais c'est l'homme de la ligne bleue des Vosges. Et c'est lui-même qui dit en 85, vous savez, non, c'est du chauvinisme exalté et un peu étroit que d'avoir les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges. Il faut regarder ailleurs. Alors vous imaginez ce que Clémenceau, qui représentait à ce moment-là le nationalisme le plus exaspéré, veut dire. Enfin, c'était insensé, vous voulez nous faire oublier ce qui est essentiel pour la France, à savoir la revanche. C'est la droite aussi qui est intéressante. Elle n'a pas encore pigé, la droite. Elle ne sait pas les bénéfices qu'elle peut retirer des opérations coloniales. Alors on voit un monsieur Cassagnac qui représente l'impérialisme, le bonapartisme, et qui dit « Ce que vous déclarez là, monsieur Ferry, c'est l'apologie de la guerre. » Et le comte de Baudry-Dasson va dire
Très bien, la République, c'est la guerre. Nous ferons imprimer votre discours à nos frais et nous le reproduirons dans toutes les communes de nos circonscriptions électorales. Ferry va se tourner du côté de la gauche et dire « Mais vous ne comprenez pas ce que je veux faire là-bas. Ce que je veux faire, c'est aguerrir le soldat français. C'est montrer la preuve de notre vitalité. Une démocratie qui ne veut plus se battre, quel désastre et quelle affliction, dit-il. » À ce moment-là, Vallès, qui a repris la direction de son cri du peuple, va faire une certaine réponse qu'on connaît peu et qui est intéressante. Aguerrir nos troupes, dit-il, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les envoyer tuer du jaune pour les exercer à tuer du blanc, et qu'après avoir tué sans peur des coulis, il viendra tuer maintenant nos ouvriers. Et comme il ne veut pas se faire poursuivre pour cause d'excitation à la soumission, Vallès va conclure son édicte en disant « Vas-y, jeune soldat, tu te feras payer du chien au riz dans les bateaux de fleurs, et tu reviendras avec la peste dans le sang. »